fait, je ne vais pas vous parler d'un seul projet, je ne vais même peut-être pas vous parler de projet du tout, je crois. On est entre nous, donc ça serait bien qu'on puisse dialoguer le plus possible et que je vous raconte plutôt en toute simplicité pourquoi est-ce que je suis un architecte, devenu un architecte frichier. J'ai fait presque que des bâtiments de friche, enfin quand j'en fais, c'est-à-dire qu'en règle générale, pardon ? Putain, je parle fort déjà, d'habitude c'est bien la première fois qu'on me demande de parler plus fort. On voit que vous ne me connaissez pas très bien. Et donc, petit à petit, assez naturellement, je suis devenu un architecte frichier. Donc, je fais presque plus de bâtiments neufs, ou quasiment plus jamais. D'abord parce qu'on m'en propose pas, très simplement. Et donc, la friche les friches industrielles, petit à petit, sont devenues un terrain de jeu de prédilection. Je vais essayer de vous exprimer pourquoi et comment. Alors d'abord, une fois n'est pas coutume, je vais quand même vous lire un poème, parce que j'aime beaucoup la poésie, pour des raisons multiples et variées, et puis que je trouve qu'en général, quand on parle d'architecture, on en parle souvent très très mal, parce que l'architecture ne devrait pas être commentée. On devrait pouvoir se dire les choses et les ressentir plutôt que d'avoir à les expliquer. Donc je vais vous lire un poème de Francis Ponge, qui est très court, je vous rassure. Je n'ai pas grand-chose à dire, rien à prouver, je ne voudrais non plus rien exprimer, mais écrire plutôt. Ramener au plus simple, étaler, simplifier. J'aimerais persuader quelques-uns que rien n'est plus simple, que je me reproche qu'une chose, à savoir ne pas l'avoir fait plus tôt. Beaucoup de paroles n'ont pas été dites encore. Le plus simple n'a pas été dit. Merci. Et voilà, j'ai fini. Donc, sur ces paroles, en fait, j'interviens le plus souvent dans des bâtiments qui sont des bâtiments existants, qui existent et qui sont devenus délaissés. Et donc, assez naturellement, les gens qui sont allés à la friche, pour ceux qui connaissent un peu cet endroit, ou ceux qui y retournent, se demandent ce que j'ai fait. Et c'est assez paradoxal. En fait, ce que je fais ne se voit pas. En règle générale, ce que je finis par arriver comme étant mes projets les plus aboutis sont ceux où l'architecture devient invisible et ne se voit plus. Donc c'est assez emmerdant, parce que pour un architecte d'essayer de se faire promouvoir en montrant l'architecture qui ne se voit pas, c'est un problème. Bonjour monsieur, je suis architecte, ça fait 20 ans que je travaille, je voudrais vous vendre un magnifique projet invisible. Ça flatte assez peu en général l'architecture contemporaine. Pourtant, je cherche à faire des villes, des bouts de ville en tout cas, qui soient le plus confortables possible, sans être conformiste. Je cherche à transgresser la règle, parce que je pense qu'il n'y a pas de création sans transgression, et je pense qu'il n'y a pas d'architecture possible. En tout cas, je pense que l'architecture est d'abord un acte culturel, et que donc ça passe par un acte de désobéissance. C'est-à-dire qu'on nous passe un cadre, on nous demande de répondre à un programme. Bon, je vais lâcher ça parce que ça va me gonfler. Voilà. On nous demande de répondre à un programme, à un cadre, et puis petit à petit, en fait, tous les architectes qui essayent de sortir du cadre aujourd'hui sont jetés au banc de la commande, soit parce qu'ils ont trop de caractère, comme Stéphane Maupin, soit comme moi, parce que j'ai un caractère spécial. Je voudrais revenir sur cette dénomination de caractère spécial, juste 2 secondes. Le caractère spécial, c'est pas tant que j'ai un caractère spécial, j'ai un caractère, j'affirme des choses, j'essaie de les faire le mieux possible, j'essaie de les faire avancer, et le caractère spécial, en fait, c'est le S dans le S que vous avez vu tout à l'heure, qui signifie en fait c'est une dénomination d'imprimerie pour dire que c'est un caractère spécial. Bonjour, bienvenue. Donc, pour revenir à l'architecture telle qu'elle s'entend aujourd'hui, normalement encore, c'est une architecture qui se fige. C'est une architecture qui est donnée dans un programme, dans un cadre bien précis, et on prend des architectes pour que les architectes soient conformes à ce programme, rentrent dans les codes de la bienséance et de la bienfaisance, et fassent un projet qui correspond à peu près en tout point aux attentes et à ce qu'on demande à un architecte de faire. Donc c'est assez paradoxal de voir aujourd'hui les villes, petit à petit, voir pousser dans les villes des bâtiments qui sont très souvent non pas identiques, parce que les architectes ont toute leur personnalité, mais qui se ressemblent peu ou prou, parce qu'il faut correspondre et répondre à la commande qui est faite. Alors aussi paradoxal que ça puisse paraître, on est dans un projet aujourd'hui qui fige le bâtiment, qui fige la ville dans une façon de faire, et qui fait que la ville oublie en fait ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire le processus de transformation qui fait que la ville doit se transformer, et que pour qu'elle puisse se transformer, nécessairement, on n'est pas dans un système de monuments. Il me semble, en tout cas c'est une idée que j'ai, que l'architecture aujourd'hui se monumentalise. On peut à peu près tout monumentaliser,
même un rond-point, un chiotte, n'importe quoi, tout devient monumentalisable et monumentalisé, qui fait que le bâtiment se fige et plus rien ne peut le faire bouger. Donc on est dans de l'œuvre, dans un espèce de décorum fastueux et souvent réussi, en tout cas esthétisant beau, qui fait que le bâtiment ne bouge plus et se fige. Le paradoxe de ça, c'est que les bâtiments qui sont figés comme ça transforment ceux qui les arpentent, non pas en spectateurs, mais en acteurs, mais en spectateurs du bâtiment. Donc plus rien ne peut évoluer. Alors, je vais encore vous citer un petit truc pour vous dire une phrase de Pasolini qui dit que l'homme a tendance à s'endormir dans sa propre normalité. Il oublie de réfléchir, il perd l'habitude de se juger et ne sait plus que s'interroger sur lui-même. C'est dans ces moments historiques qu'il faut créer artificiellement. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas parce que l'artificiel, on est vraiment loin de ça. Un état d'urgence, il faut dire une urgence permanente, agiter la pensée poussive, refuser de tolérer l'intolérable, refuser l'idée que la tolérance est une vertu. Donc on est dans une architecture de spectateurs où il est de bon ton de dire qu'elle fait sens. Alors j'interviens dans l'architecture des bâtiments délaissés parce que au moins on est tranquille avec l'idée de la forme, on est tranquille avec l'idée de ce à quoi ça va ressembler, puisque le bâtiment existe déjà. Donc du coup, le problème récurrent de tous les architectes et de tous les urbanistes et de tous les élus, à savoir à quoi ça va ressembler, ne se pose pas, parce que le bâtiment existe déjà. Donc je suis tranquille parce que j'ai plus besoin de faire un bâtiment avec une façade pour que le bâtiment puisse être shooté. Tu veux que j'avance un peu? Oui. On m'entend là? Ah voilà. Donc j'en étais à raconter les bâtiments existants. Donc les bâtiments qui sont des friches délaissées, où la vie est un peu partie, presque abandonnée. Et ouais, il faut que tu reviennes. C'est pas de bol. Voilà, je vais te faire travailler un peu. Voilà. Donc les bâtiments qui sont délaissés, où la vie est partie, et où, en général, on nous appelle parce qu'on ne sait pas quoi en faire de ces bâtiments. Alors ce qui est très très bien quand on ne sait pas quoi en faire, c'est que du coup, on peut inventer une vie qui n'est pas un programme, qui n'est pas une donnée technique et qui n'est pas quelque chose de figé, mais inventer un processus. Pas un projet qui va se faire tout seul, mais qui est un projet qui va se faire avec des gens qui vont habiter le bâtiment. Je reste persuadé que quand l'intelligence est partagée, elle grandit, et qu'un architecte tout seul devant un programme lambda a du mal à pouvoir s'interroger. Donc là, on est dans des choses qui existent, des choses qui se vivent et qui peuvent se partager, donc se confronter. On se confronte à des idées, on se confronte à des systèmes, et on essaie de trouver comment est-ce qu'une idée confrontée à un principe de réalité fait que tout à coup ça marche, ou alors ça ne marche pas. Je revendique aussi une chose importante, qui est totalement interdite aujourd'hui dans les bâtiments qui sont des bâtiments figés, c'est le droit à l'erreur. Je pense qu'on peut se tromper quand on fait de l'architecture, et qu'il est même nécessaire de se tromper. Qu'il est nécessaire de se tromper pour pouvoir apprendre, et pour pouvoir apprendre de ses erreurs, et ensuite avancer. Donc je pense que les friches sont bien pour ça, parce qu'on peut tenter des trucs et voir si ça marche et si ça ne marche pas. Ce qui est très très bien, c'est qu'en général, ce ne sont pas des bâtiments qui ont été faits pour être des bâtiments d'architecture, où le progrès technique ne marche pas. Donc ils sont en général trop hauts, trop grands, trop froids, trop profonds, et ils ne rentrent pas dans les codes qui vont bien. Quand on a fait la friche, ce qui était bien quand on a fait la friche, c'est que ce bâtiment était totalement hermétique. Vous le verrez sur des images, pas celle-là, mais sur d'autres. Il était donc totalement hermétique. Et il était froid, alors qu'à Marseille, il fait toujours très chaud. Il était humide, il sentait très mauvais. Il y avait plus de rats qu'autre chose. Et ce qui était important, c'est que quand on arpentait ce territoire, on l'arpentait d'une façon assez étonnante, où en fait, on l'arpentait en regardant les pieds. On regardait ses pieds pour savoir où est-ce qu'on mettait nos pieds, l'un après l'autre. Et donc, ça prenait du temps. Ça prenait du temps de voir par où on passait, quels étaient les passages. Et quelque part, c'était une expérience sensorielle assez étonnante, parce que dans ces bâtiments délaissés, tout à coup, on fait appel à nos sens. On fait appel à l'ouïe, à l'odorat, à la vue, et pas forcément à des normes qu'il faut respecter. Et donc c'est assez étonnant, parce que quand on a commencé à faire le projet s'est fait en 20 ans, ça fait presque 20 ans que je travaille sur le même projet, c'est une espèce de truc qui finira jamais. Comme le disait Francis, en effet, je pensais en avoir terminé avec la friche, mais non, parce que les mecs qui essayent de le faire, ils n'y arrivent pas, parce que c'est une économie qui est très serrée, qui est très compliquée. Et donc quand il y a un projet un peu particulier. Bonjour, bienvenue. Asseyez-vous, c'est gentil d'être venu. On nous appelle parce qu'on arrive à faire à peu près des projets qui rentrent dans cette histoire. C'est compliqué de rentrer dans l'histoire de quelqu'un d'autre, et aujourd'hui, la friche est un peu un bâtiment qui raconte notre histoire d'architecte, en tout cas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand on a commencé enfin à faire le projet après, je sais pas, 12, plus de 10 ans d'études,
quand on a commencé à casser, tout à coup, on s'est aperçu que les poteaux, la lumière qui rentrait dans le bâtiment, qui pénétrait dans le bâtiment, les poteaux avaient une ombre. Ce qui était beau, c'était de dire que tout à coup, quand on voit l'ombre des choses arriver, tout à coup, la chose existe. Donc c'était bien de voir que ce bâtiment qui n'était un peu indéfini, sans limite et sans frontières, tout à coup, l'ombre faisait que le bâtiment existait. Donc on a avancé comme ça. Et puis je me suis dit, avec beaucoup d'humilité, que ce bâtiment était tellement gros que le rôle de l'architecte se borne juste à faire des systèmes pour que les gens puissent se les approprier. Mais sur des choses qui sont très simples. Par exemple, je vais vous raconter des petites anecdotes comme ça. Il y a des choses, il y a une plage sur laquelle je suis allé il n'y a pas très longtemps, parce que comme tout bon Marseillais, on va à la plage, comme chacun sait, mais pas à Marseille, en général ailleurs. Et donc c'est une plage, mais on n'a pas de plage à Marseille. Donc c'est des rochers qui sont extrêmement coupants, où c'est très difficile de pouvoir s'installer. Et donc s'il y avait une espèce de débarcadère, une espèce de truc en béton assez grand, de débarcadère, qui était juste un système, une dalle de béton qui était coulée sur la plage pour que les gens puissent vider leur bateau. Mais il n'y avait plus de bateau depuis très longtemps, et donc ce débarcadère avait été transformé en plage pour que les gens puissent venir se baigner sans s'écorcher les pieds et mourir dans des violences et des blessures atroces mangées par les poissons. Et donc ce qui était étonnant, c'est que si cette dalle avait été simplement plate et que les gens s'agglutinaient comme des lézards dessus, ça ne marchait pas. Mais le fait qu'elle soit dans une petite déclivité faisait que chaque personne assise sur cette plage avait un accès presque indépendant à la mer. Et cette petite chose très simple, juste comment est-ce que, au lieu d'avoir une dalle plate, on la penchait, ça donnait une façon de s'approprier l'espace, et qui se suffisait à elle-même. C'était très simple et ça fonctionnait très bien. Et donc c'est ces petites choses où je me suis dit que, en fait, en offrant des espaces qui n'avaient pas de nom, qui n'étaient pas nommés, ça s'appelait pas une plage, ça s'appelait pas un débarcadère, ça s'appelait plus rien, c'était juste une façon dont les gens s'appropriaient le nom et qui donnaient eux-mêmes le propre nom de ces choses. Dès qu'on pouvait donner un nom à une chose, à ce moment-là, on se l'appropriait. Donc les friches échappent au nombre des normes et aux trucs normalisés parce qu'elles n'ont pas de nom. Ça rentre pas dans des programmes. C'est trop haut, c'est trop froid, c'est trop tout ce qu'on veut. Et donc, en faisant des circulations qui soient beaucoup plus larges ou beaucoup plus profondes que ce qu'un programme nous demande de faire, on fait quelque chose qui n'a pas de nom et donc que les gens peuvent s'approprier. Dans le même registre, toujours à la friche, on a fait une toiture terrasse parce qu'on se disait que c'était quelque chose qui ressemblait le plus à ce qui pouvait être Marseille. Parce que ça ne se voyait pas et que ça se partageait de bouche à oreille, par la connaissance et parce que les gens se disent il y a un truc à faire là-bas, il faut que tu y ailles, tu vas voir, etc. Il se trouvait que sur cette terrasse-là, on était au-dessus des bâtiments et on avait vu sur toute la rade de Marseille. C'était d'ailleurs le seul endroit dans un quartier qui est complètement délaissé, qui s'appelle la Belle de Mai, où on pouvait tout à coup s'apercevoir qu'il y avait le soleil de temps en temps et puis la mer pas très loin. Voilà, c'est ça, la terrasse. Donc ça, c'était après l'avoir réhabilité, on a fait cette terrasse qui fait 7500 mètres carrés et qui est une terrasse accessible et qu'on a voulu comme un espace public. Je reviendrai si j'oublie, il faut me le rappeler parce que j'oublie tout à mon âge, sur cette notion d'espace public. Donc cette terrasse, aujourd'hui, elle est habitée par à peu près, c'était donné pour 750 personnes, il y a à peu près 1000 ou 2000 personnes qui viennent tout l'été faire boire des coups et faire la fête avant d'aller ailleurs. Et elle a accueilli cet été, par exemple, 70 000 personnes. Gratuitement, évidemment, parce que c'est important de considérer que tout espace public doit être gratuit. Après ça, comme ça a fonctionné, il y a un grand espace co, parce que les espaces co, ce n'est pas des espaces de convivialité, c'est des espaces commerciaux. C'est comme ça que la ville se forge aujourd'hui. Donc ça s'appelle les Terrasses du Sud, qui est un endroit qui était un immense supermarché aussi, qui s'est fait à Marseille, et qui avait une terrasse, mais qui n'était pas du tout destinée à être accessible. Donc, vu le succès de la Belle de Mai, ils ont fait la même terrasse pour inviter pour faire des fêtes, etc. Mais sauf que toute la tripaille de ventilation, etc. sortent, alors que nous, on n'a plus rien. Mais là, l'entrée est payante 15 € pour aller juste avoir le droit d'aller sur la terrasse. Puis ils m'ont demandé de la faire, parce que comme j'ai fait une terrasse, donc j'étais capable de faire une terrasse partout. Et donc ils m'ont demandé d'intervenir sur cette terrasse, mais gratuitement, parce que comme j'étais architecte frichier, donc moi je suis un architecte qui travaille gratuitement. C'est comme ça. C'est aussi le revers de la médaille, c'est que quand on essaie de faire des espaces et de les donner, et comme c'est pas cher, donc on n'a pas besoin d'être payé. Donc c'est assez compliqué de gagner sa vie quand on fait des bâtiments pendant 15 ans, avec une économie très très serrée. Mais enfin, parfois je suis pas si mal portant finalement, donc c'est très bien comme ça.
Et donc, ce que j'aime beaucoup dans les friches, c'est que c'est un espace, je crois que c'est le dernier espace des villes, qui offre un espace de liberté. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire espace de liberté, mais en tout cas, c'est des espaces libérés des carcans et des normes pour pouvoir imaginer ce qu'on veut. Pendant très longtemps, tous ces endroits étaient rasés, totalement rasés, le plus vite possible pour que tous les programmes standardisés puissent s'y installer. Et puis petit à petit, on s'aperçoit quand même que finalement, offrir d'autres lieux qui soient des lieux de convivialité, pour le coup, des lieux qui soient des lieux communs, je fais donc des lieux communs, voilà, des lieux communs puissent offrir une sorte de valeur ajoutée à des ensembles immobiliers traditionnels. Et petit à petit, on s'aperçoit que les promoteurs privés et les maîtres d'ouvrage publics, au lieu d'éradiquer ces endroits-là, attendent un peu de voir comment est-ce que ça peut être transformé pour que la valeur d'usage, et pas simplement la valeur commerciale, la valeur d'usage puisse offrir une autre forme de qualité. Voilà. Ça, c'est le CNAC. Donc, en fait, je m'aperçois qu'il y en a plein des friches. Ça, c'est un bâtiment qui s'appelle la Grainerie, c'est à Balma. C'était un première petite ébauche d'école de cirque, et où on s'aperçoit que finalement, ce qui est important, c'est pas tant que les choses aient du sens, parce que je m'en fous qu'elles aient du sens, ce que je fais. Ce qui m'importe, c'est plutôt qu'elles flattent l'essence, d'une certaine manière. C'est comment est-ce que la personne qui va ressentir ce bâtiment-là, celui qui va rentrer dans ce bâtiment va pouvoir le ressentir. Ce que je crois et qu'on oublie beaucoup, et qui est important, c'est l'intuition. Je crois qu'on parle jamais d'intuition. Je crois on parle toujours de bâtiments ou de productions qui sont l'objet de la raison. Et je pense qu'on oublie la notion d'intuition. Et je pense que c'est très important parce que chacun d'entre vous, je pense qu'il y a pas mal d'architectes ici, donc chacun d'entre vous qui ça va faire plein de bruit là. Chacun d'entre vous qui aborde un paysage, par exemple, pour parler d'autre chose, qui aborde un paysage va regarder le paysage et va le trouver en règle générale très beau ou très laid, enfin très beau, et c'est quelque chose qui ne vient pas d'une réflexion, c'est quelque chose qui vient de quelque chose que l'on ressent, très simplement, de se dire oh, c'est beau, voilà. Et c'est pas l'intelligence raisonnée qui parle, c'est l'intelligence du bide, c'est quelque chose qui vient d'une sorte d'intelligence affective, voilà. Et donc je pense que c'est important de pouvoir aussi de se dire que de la même façon qu'on verrait un paysage, on pourrait ressentir devant une friche, ah, c'est beau. Donc du coup, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas forcément de choses qui flattent la renommée de celui qui l'a fait, il y a simplement l'objet qui n'en est plus un, justement, qui devient un système, un processus, quelque chose qui est en train de se passer à cet endroit, quelque chose qui parle du présent, quelque chose qui est en train de se transformer au gré des besoins et des envies, et qui fait que on n'est plus devant un bâtiment, mais devant un système, presque un système de paysage urbain. Je pense que la ville est aussi... La ville, le paysage est quelque chose de... La nature est animale et la ville est profondément humaine. Alors, moi, je suis un architecte, donc je travaille dans les villes. Parfois, ça m'arrive d'être animal, mais à ce moment-là, je ne travaille plus. Mais quand je suis dans une ville, mon travail, c'est de reprendre la violence et la beauté de la ville et essayer de faire en sorte de l'interpréter. En tout cas, de pouvoir faire en sorte qu'elle soit interprétée et offerte. Voilà. Donc je voudrais, on ne va pas la faire longue parce que vous n'êtes pas très nombreux, je préfère plutôt que d'essayer de communiquer, ça serait mieux. Donc je voudrais peut-être finir sur un adage, une phrase de Stéphane Mallarmé aussi pour finir sur la poésie, qui est que, comment est-ce qu'il dit déjà? Je crois que je l'ai noté comme il faut. Personne connaît cette phrase de Stéphane Mallarmé pour m'aider? Peindre non pas la chose mais ses effets. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas tant la chose qui est faite, mais la façon dont on va pouvoir... les ressentir. Voilà ce que c'est qu'une friche très, très succinctement, mais après on pourrait en parler de manière plus détaillée sur les images qui sont défilées en vrac devant vous. Voilà, merci beaucoup. Pourquoi vous ne nous avez pas parlé de Babcock à Saint-Denis ? Je peux Ou est-ce que vous pouvez nous en parler de la différence peut-être entre le Grand Paris et le Grand Marseille? Le Grand Marseille n'existe pas déjà parce que nous on est gigantesque, on n'est pas juste grand pour commencer. Et quand je dis ça, je prends avec l'accent parce qu'il ne faut pas déconner, parce que c'est pas ce que vous. Donc le Grand Marseille n'existe pas, c'est une métropole, ex-Marseille, toute une région. Et donc ça concerne beaucoup de villes et pas juste une seule. Donc le Grand Marseille tout seul n'existe pas. Ça c'est la première des choses.
Après, non, il y a beaucoup de similitudes et c'est étonnant parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre Babcock et la friche. D'abord parce que les territoires industriels et sociologiques entre la Seine-Saint-Denis et Marseille se ressemblent beaucoup, étonnamment. Beaucoup plus que n'importe quelle autre chose. Donc il y a des similitudes assez flagrantes dans la pluriethnicité qui peut exister, la pauvreté aussi de certains quartiers. Mais par contre, il y a beaucoup plus d'industries aujourd'hui florissantes en Seine-Saint-Denis. Ce qui est sûr, c'est que le Grand Paris, à force de grandir, il est en train de toucher toutes ces communes. Et ces communes ne viennent plus des endroits limitrophes, mais des endroits qui font partie ou qui feront partie d'une manière ou d'une autre de ce territoire. Et donc cette friche de Babcock est une friche qui était avant complètement isolée et qui petit à petit se retrouve au centre d'un jeu. En tout cas, on essaie de la mettre au centre d'un jeu différent. Alors ce qui est très différent avec Babcock, mais on en est aux prémices, c'est que la friche est totalement financée par des financements publics. La totalité de la friche, c'est des financements publics. Donc c'est toutes les collectivités territoriales qui ont fait en sorte que cette friche, qui coûte en gros... c'était un budget de 4,5 millions pour Marseille-Capitale et c'est aujourd'hui un budget de un peu plus de 2 millions pour... non, c'est 4 millions maintenant et c'était 6 millions pour Marseille-Capitale. Mais donc tout ça, c'est totalement public. Babcock, la différence qu'on essaie de faire, qu'on essaie d'inventer, c'est de trouver en fait une valeur foncière de certaines parties qui seraient vendues à des intervenants privés pour pouvoir garder quelque chose qui ressemble à de l'espace public. De l'espace public nouveau qui soit autre chose qu'un jardin ou qu'une place. Alors, ce qui est très beau, c'est que les halles de Babcock sont tellement belles que pour le coup, elles n'ont pas du tout besoin d'être défoncées de quelque façon que ce soit, mais conservées complètement. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça pourrait ressembler d'avoir 1, 2, 3 halles qui sont certaines en béton et d'autres en métal, totalement conservées pour en faire un espace public ? Qu'est-ce que c'est qu'un espace public qui serait fermé ou qui serait couvert à cet endroit-là ? Et comment est-ce que les équipements qui viendront se greffer vont pouvoir fédérer et s'organiser autour de cet espace public qui n'existe pas, en tout cas qui n'a pas encore de nom justement. Donc ça, on en est encore si on arrive à faire passer cette idée-là, ça sera encore plus particulier qu'autre chose, c'est que sur la friche, on a réussi à inventer des petits bouts de bâtiments qui font croire qu'on fait de l'architecture, comme le panorama, parce qu'il y a un porte-à-faux, pour dire qu'on sait faire des porte-à-faux, ou la place, ou des choses comme ça. Donc c'est des choses qui sont remarquables et qui peuvent se reconnaître. Babcock, on arriverait à un système encore plus fort qui est que, mais pour le coup, on garderait le bâtiment tel quel, simplement par un balisage, simplement par une capacité d'usage et simplement par une façon de le rendre vivant, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui vont le vivre seront concernés pour le faire vivre. Le fait que les gens soient concernés font que ce bâtiment pourra exister. Ce que je crois qui est très important, et qui n'existe pas encore aujourd'hui, justement, c'est qu'on essaie de faire en sorte que les bâtiments qu'on invente, que ce soit la friche, que ce soit le CNAC, dans une moindre mesure, et peut-être Babcock si on y arrive, fassent que les gens soient concernés par cet endroit, donc aient envie de le défendre et envie de le fabriquer. Voilà. Et qu'après, notre rôle, c'est juste peut-être, d'une certaine manière, une fois qu'on a incité ça et qu'on a incité l'imaginaire, voilà, on a fini notre travail. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Un peu quand même. Bien que ce soit délicat, pourrais-tu parler de ton ou de votre premier projet des 2 lycées de Marseille qui nous ont émerveillés et ils devraient être là quand même. Ils sont pas là parce que c'est un vieux projet et que la nostalgie m'emmerde singulièrement et que c'est un projet que si je devais le refaire aujourd'hui, je le réécrirais pas du tout comme ça. Donc ça, c'est un parcours de choses qui me ressemblent aujourd'hui et qui ne ressemblent pas d'un projet que j'ai fait il y a 20 ans, même si c'est un projet que je reconnais complètement, mais c'était des collèges, c'était un premier projet très naïf. Mais avec, encore une fois, la seule chose par contre qui continue, c'est qu'on avait l'intuition de savoir comment est-ce qu'on allait arpenter et dialoguer avec ce territoire, qui était un vallon délaissé, avec une déclivité importante, et puis des barres HLM très violentes de part et d'autre, parmi les plus violentes de Marseille. Et comment est-ce que ces deux... il n'est pas là, mais comment est-ce qu'on avait 2 barres qui étaient sur pilotis, qui venaient voler, qui venaient cadrer un peu un paysage et créer une sorte de mur de scène. C'est un projet que j'aime beaucoup, mais qu'on a fait en 94 et fini en 98. Et aujourd'hui, ouais, il fait sa vie, mais... Il n'est pas vieux, non, et c'est un projet extraordinaire. Merci Hervé, c'est gentil. Et je te dis, on a tous vu ces lycées, on était émerveillés pour tout un tas de raisons que je ne développerai pas. Mais je trouve que c'est ça qui est vachement bien dans ce métier, c'est que, voilà, justement, la friche m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui qu'un bâtiment neuf, même si je ne rechignerais pas à faire un bâtiment neuf, loin s'en faut, mais c'est que
il n'y a pas de limite. Paradoxalement, il n'y a pas de limite. Si tu prends un écrivain, l'écrivain est limité par le bord de la page pour faire un livre. Et qu'est-ce que le livre, il va avoir un format de telle ou telle façon, mais il y a toujours un format. Il y a un format pour faire un livre, il y a un format pour jouer de la musique. Il n'y a pas de format pour faire de l'architecture. Il n'y a pas de limite à l'architecture en réalité. Il n'y a pas de limite à la façon dont on va pouvoir inventer un espace qui va être un espace différent et qui va pouvoir être imaginé de telle et telle façon. Il n'y a pas de limite parce qu'on fait appel d'abord à la façon dont les gens vont le vivre. Donc on ne peut pas limiter la façon dont les gens vont le vivre. Je trouve ça absolument aberrant de penser ce que je pensais avant quand j'étais petit, qu'il fallait changer le monde. Je ne veux pas changer le monde, je ne suis pas là pour être bienfaisant, j'en ai rien à foutre. Et je trouve que c'est même le summum de la dictature, mais d'essayer d'être le plus juste possible dans la réponse qu'on me fait, et qu'après les gens en fassent ce qu'ils veulent, c'est très très bien. Donc les collèges Renaud Rosson, on les a fait il y a 20 ans, c'était une façon de dire que j'aimais bien aujourd'hui, mais qui m'emmerde parce que c'est une façon de montrer on savait faire l'architecture avec des poteaux, etc. Ouais, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Je trouve que plus ce que je fais aujourd'hui disparaît, devient presque dans l'air des choses, presque dans l'évidence. Si j'arrive à faire ça, voilà, le jour où j'arriverai à faire ça complètement et que l'architecture que je propose sera une architecture de la disparition, même si on casse tout et qu'on recommence, mais que ça ne se voit pas parce que ça rentre dans une histoire, dans un processus, ça m'intéresse. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. C'est compliqué parce que ça interroge autant que ça solutionne, et donc les gens n'aiment pas ça aujourd'hui, quoi. Mais on essaie de continuer. Donc des projets comme Babcock ou des projets comme La Friche ou comme le CNAC, qui sont 3 registres différents. Le CNAC, c'est donc le Centre national des arts du cirque. C'est pas ça? C'était rigolo aussi parce que c'était des hangars agricoles qu'on a transformés en école de cirque. Donc c'était un concours classique au pic et qu'on a transformé. Et le fait de le transformer, en fait, on était quatre équipes. Les 3 autres ont démoli les bâtiments et nous, on a gardé le bâtiment d'abord parce qu'on le trouvait beau. Et puis parce que ça coûtait moins cher de le garder et de faire autre chose que de le péter pour refaire tout neuf. Donc on l'a continué, et en le continuant, on a continué pareil en fait. On a continué avec d'autres hangars agricoles, pareil, mais avec une structure béton, avec de l'éternite pour montrer que le problème des matériaux ou de la cosmétologie des projets, c'était pas non plus aujourd'hui, c'était un problème désuet, quoi. Je pense très, très sincèrement que mettre du fric dans une façade aujourd'hui, c'est juste totalement indécent, mais ça ne peut plus se faire, ça n'existe plus parce que l'économie ne le permet pas et parce que c'est pas une réponse juste. Donc aujourd'hui, de redonner de la noblesse à des matériaux qui sont très simples, comme l'éternite, ce qu'on essaie de faire sur le CNAC et qui fonctionne assez bien, on continue à faire ça, on continue à essayer d'aller de la manière la plus juste et la plus vraie. Ça me fait penser à une chose que je voulais vous dire aussi, ça tombe bien, c'est que je pense que on ne peut pas tricher quand on fait l'architecture. Je pense que c'est pas possible de tricher. Quand on fait du cinéma, on triche tout le temps, par exemple, pour parler d'une discipline avec laquelle on est souvent comparé. On ne peut pas tricher. Et que je trouve que la beauté réside dans les choses qui sont vraies, dans la vérité. Et que je trouve que plus un bâtiment s'approche de ce qu'on pourrait ressembler, se faire l'idée de la vérité, comment il est construit, comment est-ce qu'il est conçu, comment est-ce qu'il est ouvert, quelle histoire il raconte de sa chair et de son sang, plus il s'approche de la vérité, plus il est beau. Voilà. Et ça, c'est magnifique parce que je pense qu'on est le dernier pays où on fait croire encore que la métaphore en architecture est une donnée. Tu vas dans n'importe quel autre pays, c'est juste ridicule, la métaphore. Donc tu fais, je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, tu fais un truc, tu fais un bâtiment pour l'islam, tu fais une dune, par exemple, tu vois, ce genre de métaphore à 2 balles, genre premier degré, même si j'aime beaucoup les dunes, hein, c'est pas la question. Et puis les bâtiments orientaux aussi, mais donc c'est pas ça que ça raconte l'architecture. Ça raconte quelque chose qui s'approche de la réalité, de la façon dont c'est construit, comment ça répond à la problématique et comment est-ce que les gens vont pouvoir se l'interpréter pour en faire ensuite leur propre histoire. Ça demande beaucoup de sensibilité. C'est pour ça que j'ai appelé cette conférence réaffection et pas réhabilitation ou quoi que ce soit, parce que pour pouvoir travailler dans ces bâtiments, il faut d'abord les comprendre, et pour les comprendre, il faut les aimer. Pas faire son histoire, c'est pas le sujet, mais raconter une histoire avec eux. Voilà. Comme un arbre, c'est un peu comme un arbre si tu veux. Ce que j'aime beaucoup avec ces bâtiments, c'est que c'est comme un arbre ou comme une fleur si tu veux. Les bâtiments contemporains qui sont définis, voilà, ils sont finis, bon, mais ils ne bougent plus, puis après il y a un budget de maintenance pour qu'ils puissent être maintenus dans leur état d'origine, à peu près. Donc c'est comme une fleur, c'est-à-dire que tu es là, tu sens elle est magnifique, elle est belle qu'elle n'en peut plus, mais si elle sent rien, la fleur, tu te fais vite chier au bout d'un moment avec la fleur, quoi.
La friche, ce qui est bien, c'est que comme la friche c'est un projet en processus, en tout cas qui retrouve, je trouve, la matière originelle de la ville, qui est un être vivant et mouvant, fait que tout à coup la fleur a des parfums différents et peut évoluer. Elle peut puer de temps en temps, puis ressentir d'autres odeurs, et puis pousser, et puis faire des petits, puis avancer, puis continuer, etc. Et puis après faire sa vie. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que je trouve que l'architecture elle devrait créer des bâtiments vivants et pas des bâtiments inertes. Je trouve que c'est assez compliqué aujourd'hui. Mais bon, on essaye, on est quelques-uns encore. Bonsoir. J'aurais une question par rapport au traitement de la lumière. Dans toutes les photos, il y a beaucoup d'effets de lumière naturels, notamment sur les terrasses ou autres, mais dans toutes les parties qui sont à découvrir en intérieur, j'aurais voulu savoir comment vous approchez cette sensibilité à la lumière, comment vous la travaillez, et quels sont les problèmes que vous rencontrez. Je vais essayer d'y répondre par une pirouette. Alors, c'est pas mal aussi, parce que quand on est un architecte normal et qu'on fait des bâtiments normaux et neufs, en tout cas, donc on a un terrain vierge, un programme, et on doit ensuite ériger des murs pour enfermer la lumière. C'est vrai que la première sensation qu'on a eue, et qu'on a eue aussi quand on arrive à Babcock, c'est tout à coup ces lumières sont improbables parce qu'elles ne sont pas prévues pour être juste regardées et voir quels effets ça donne. La friche était un endroit encore plus particulier, voilà, ça on va bien arrêter. La friche était un endroit encore plus particulier parce que c'était un endroit qui était totalement fermé. C'était des usines de la Ceuta, donc elles étaient fermées, totalement hermétiques. Les verres étaient même peints en bleu foncé ou noir pour protéger le tabac, parce que c'était des endroits d'entrepôt de tabac. Donc c'était complètement fermé. Et puis tout à coup, quand on a fait des trous, eh ben c'est drôle parce qu'au lieu d'encercler la lumière et de la fermer, nous on a fait des trous pour la faire rentrer. Et en fait, on a juste suivi les chemins lumineux. Je vous racontais au début que quand on arpentait la friche avec les pieds, on passait notre temps à regarder nos pieds. Et quand on a fait les travaux, tout à coup, on s'est rendu compte que les gens levaient la tête, forcément, puisqu'ils pouvaient y voir loin. Donc la lumière permet de s'élever et de redonner un peu de dignité à des gens qui travaillent dans des conditions assez dramatiques pendant longtemps, quoi. Donc c'est juste une façon de s'émerveiller d'une chose magique, qui est que la lumière est là tout le temps. La chance qu'on a par rapport à vous, c'est que nous, elle est gratos, la lumière. C'est pas facile. Il suffit de se réveiller le matin et de se coucher le soir et on a des lumières à tomber par terre tout le temps. C'est quand même une chance inouïe, c'est que c'est piqué, c'est tout le temps piqué. Donc avec le vent ou avec nos latitudes, elle est tout le temps là. On s'en protège plutôt qu'autre chose, nous, de la lumière. Mais je peux vous dire ça avec un peu d'accent, si vous voulez. Moi, j'ai une question sur le fait d'aimer les bâtiments pour les transformer. Tous les bâtiments qu'on a vus, là, ils ont une gueule, en fait. Puis, au pire, s'ils sont moches à la base, ils ont une histoire. Enfin, est-ce qu'on peut, du coup, transformer, réhabiliter et réaffectionner tous les bâtiments? Est-ce qu'une tour de bureau qui n'a pas vraiment d'épaisseur ou d'histoire peut être transformée? Parce que là, les friches industrielles, elles ont un caractère spécial. Ce que j'aurais du mal à aimer, c'est des bâtiments qui ne sont pas vrais. Ce qui est très beau dans les friches, c'est que c'est pas fait pour être beau, c'est fait pour être juste et efficace par rapport à un besoin qui est un besoin de bâtiments industriels. Donc ils sont faits de telle façon que la charpente est faite pour porter des trucs. Donc c'est des bâtiments d'ingénieurs, c'est pas des bâtiments d'architectes. Avec la lumière qui est au nord, en général, c'est des sheds, donc qui est éclairée de telle façon. Il y a une intelligence technique et une intelligence fonctionnelle qui fait qu'on va droit au but, on ne se raconte pas d'histoire et ça fonctionne. Donc c'est facile d'aimer quelque chose quand c'est vrai. Dès qu'on commence à pasticher et qu'on commence à singer ce genre de situation, ou même à singer d'autres situations architecturales tout aussi vraies, alors non, je les aime pas. J'aime pas l'habitat pavillonnaire. Je serais incapable de réhabiliter une maison de bâtiment pavillonnaire, incapable de réhabiliter un bâtiment de réhabilitation de bureaux, de trucs modernes, là. Alors, le plus drôle, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bureaux qui sont avec des trucs préfats de bureaux, quoi, comme vous pouvez voir partout. Mais à l'intérieur, par contre, il y a ambiance friche. C'est quand même assez rigolo. Donc, il faut faire des chemins de câbles apparents, des fluos pour faire pas beau, un sol quartzé, des trucs comme ça. Donc, et puis un mur mal peint. Donc, la friche, en fait, petit à petit, cette esthétique auquel on n'a rien inventé, c'est juste qu'on n'a pas de thune pour aller jusqu'au bout, quoi. Elle envahit tout. Et c'est une vraie question de savoir pourquoi est-ce que ça envahit ces choses comme ça. Pourquoi est-ce que finalement
un plafond où tu as les prédales apparentes et des chemins de câbles visibles, ça serait mieux qu'un beau plafond en placo blanc nickel avec des lumières qui ne se voient pas. C'est quand même étonnant de pouvoir constater que tout à coup, pourquoi est-ce que cette esthétique du truc non fini serait mieux qu'une esthétique finie? De quoi finalement on aurait peur avec un truc non fini? C'est des drôles de questions quand même aujourd'hui de savoir pourquoi est-ce que tu as dans un bâtiment qui est fait pour être préfabriqué nickel, tu vas enlever les faux plafonds et tu vas habiller le poteau béton avec de la fausse brique pour faire croire que c'est une friche. C'est quand même tout à fait surprenant. Pourquoi est-ce que tout à coup on a un truc qui se finit pas? Moi j'adore, je suis rentré ici, ça fait très longtemps que j'ai pas venu, je suis dans une friche. C'est quand même extraordinaire. Même le palais de Tokyo qui est un palais, on transforme les palais en friches. Quand même génial. Pourquoi tout à coup on n'a plus besoin de finir les bâtiments? Il y a quelque chose de l'ordre d'un problème psychanalytique quand même au bout d'un moment. Comment ça se fait? Moi j'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse. Parce que nous, si on n'arrive pas, si on les finit pas, c'est qu'on peut pas les finir. Je rêverais de faire un bâtiment, j'essaye à chaque fois de faire un bâtiment où en fait je pourrais faire le bâtiment le plus nickel du monde par rapport à l'économie qu'ils me proposait, mais quand j'ai plus de fric, ben j'arrête. Voilà, j'arrête pour dire que j'ai pas le fric pour le finir, donc je fais pas la dalle en béton, ou je fais pas le sol en bois, ou je fais pas le faux plafond, pas parce que je trouve ça chic, parce que j'ai pas le fric pour le faire. C'est quand même, c'est pas la même histoire. L'esthétique de la misère m'emmerde, vraiment, au plus haut point. C'est pas ce que j'essaie de faire. J'essaie de faire un truc qui soit chic et pas cher. Mais je ne suis pas pour faire en sorte que l'esthétique misérable soit belle, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit vrai et que ce soit juste et que ce soit des espaces qui soient libérés pour que les gens puissent s'y approprier. Voilà. Si on ne peut pas finir, bah alors c'est aux autres à le finir. Pour revenir à ce que tu disais, ce que je trouve très beau dans ce métier, c'est que finalement, ce qu'on fait ne nous appartient pas. C'est assez absurde d'être architecte d'une œuvre, puisque l'architecte n'existe. Une fois qu'on a livré le bâtiment n'existe plus. Enfin, le bâtiment n'existe plus. Ce qu'on a fait n'existe plus. Qui je suis, moi, pour dire à un mec qui va pas peindre son mur en rouge ou mettre Charlot sur le mur ou se mettre une cuisine Vogica parce qu'il adore ça. Mais si c'est comme ça qu'il met, c'est très bien et tant mieux, quoi. Et je trouve aberrant qu'un architecte puisse se dire mais non, c'est absolument impossible. Ou alors on fait une œuvre figée qui ne peut pas bouger, donc c'est une œuvre muséale qui est morte, qui se met directement dans le passé. Ou alors si on construit pour le présent, c'est pour que l'avenir puisse trouver sa place. Et donc, quelque part, les collèges Renoir, c'est des collèges qui sont figés, donc qui m'emmerdent un peu parce que la tranche qu'ils avaient il y a 20 ans, c'est encore la même aujourd'hui, quoi, d'une certaine manière. Voilà. La friche, non. La friche, je te garantis que si tu retournes dans 5 ans, c'est pas la même histoire. C'est ça qui me plaît. C'est encore une fois, comment est-ce qu'on retrouve du processus dans la ville? Voilà. J'ai pu visiter au mois de juillet la friche de la Belle de Mai dans la mesure où il y avait les journées de l'habitat participatif qui se tenaient à Marseille. Et je me suis posé des questions. Alors la crèche, je n'ai pu la voir que de l'extérieur puisque juillet, les enfants n'étaient pas là. Pourquoi est-ce qu'on transforme une réserve d'eau en une espèce de bunker pour les enfants alors qu'une réserve d'eau sur un lieu comme ça peut avoir un intérêt ne serait-ce que pour les jardins autour? Alors, c'est une réserve d'eau pour les locomotives à vapeur qui n'existe plus depuis un certain temps. Donc, elle ne servait plus. Et le bunker, alors c'est une très bonne question parce que la friche, donc la crèche de la friche, c'est une crèche associative. Donc, c'est pas une crèche qui appartient aux gens de la friche, c'est une crèche de quartier pour tous les gens du quartier. Et après, les normes à respecter pour faire une crèche sont à peu près aussi draconiennes que pour faire une prison. Vous n'avez même pas idée à quel point c'est compliqué de faire une crèche par rapport à tout ce qu'on peut avoir comme normes à respecter. De vision qu'on peut avoir sur les enfants, le sol qui doit être quasiment comestible, tout est absolument normalisé, qui fait qu'on ne peut pas faire un bâtiment. Donc cette crèche, elle existe à cet endroit-là parce que les murs existaient et qu'il fallait pouvoir faire en sorte que ce que vous voyez comme un bunker, moi je le vois comme un bâtiment où il y a plein de... Tu peux peut-être la choper, la crèche quelque part? Non, c'est pas ça. Ah. Elle est passée déjà? Bon, c'est pas grave, on la retrouvera. En fait, pour moi, ça s'y prêtait assez bien parce que c'était un endroit qui était protégé. Il fallait un endroit protégé qui soit en dehors de la friche parce qu'il fallait que ce soit en dehors de la friche, mais en même temps à proximité du quartier aussi. Avec ce bâtiment qui était un bâtiment en mur en pierre, donc qui faisait 1,70 m d'épaisseur et 1,20 m en haut, si ma mémoire est bonne, et qui avait un fruit, donc un grand fruit comme ça, et qui donnait plutôt la possibilité d'avoir 2 cours, une cour haute et une cour basse dans un bâtiment qui correspondait aux normes que les collectivités nous demandaient de respecter. Donc voilà, vous voyez un bunker, moi je vois un endroit qui est une mini-friche en fait, d'une certaine manière, pour des petits frichistes.
D'autres questions? Ça y est? Ah, si. Oui, moi j'avais une question sur l'espace public. Tout à l'heure, vous avez commencé à dire ma définition de l'espace public et ça s'est arrêté. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup. Mais l'espace public, en fait, ça va avec ce que j'ai raconté, me semble-t-il, sur l'architecture de la renommée, l'architecture d'œuvres. Je pense que l'espace public aujourd'hui, même l'espace public est monumentalisé. Donc je trouve que dès qu'on on monumentalise quelque chose, on le fige par définition, puisqu'un monument est fait pour être un point de repère. Il y a un objet, un sujet et un trajet, et donc l'objet, c'est le point de repère. Et la place, l'espace public dans les villes aujourd'hui, d'abord, il se questionne parce qu'en effet, quand on refait des villes en totalité, on refait des espaces publics qui deviennent des monuments. Ce n'est pas des endroits dans lesquels on peut s'asseoir ou s'installer ou se rencontrer, c'est des lieux dans lesquels on passe, où on achète. Et surtout, on ne peut pas s'installer. Donc il n'y a plus de bancs, il n'y a pas d'arbres, parce que sinon on va mettre des SDF dessus ou des chiens. Donc il ne faut quand même pas déconner, ces gens-là, il ne faut pas qu'ils soient là. Et puis c'est surtout plus des lieux d'accueil. Moi, ce qui me semble, c'est que la ville perd la fonction pour laquelle qu'elle ne devrait pas perdre, qui est la fonction d'accueil. L'espace d'accueil est un espace public. Je pense que c'est pas un gros mot de dire qu'il faut qu'il y ait des zones d'accueil dans les villes. Je pense que c'est pas un gros mot de dire que les lieux généreux sont des lieux importants dans les villes. Et donc, si on prend des différents exemples d'espaces publics, donc je trouve qu'une place aujourd'hui qui est réhabilitée ou refaite, elle n'est pas réaffectée pour le coup, celle-là. Elle est vraiment réhabilitée, avec des pavés qui viennent, parce c'est plus chic de mettre des pavés que de l'enrober, donc il y a de l'enrobé, puis des petits pavés. Mais pas des petits pavés qui vont bien parce que ceux-là, ils sont trop chers, donc c'est des pavés qui vont pouvoir durer 2-3 ans, puis on va les changer. Et puis du mobilier super compliqué, où le mec qui arrive à s'asseoir sur le mobilier, il est vraiment super fort, parce qu'il ne faut pas rester trop longtemps. Et puis des efforts hallucinants dans des candélabres avec des gestes incroyables de luminaires. Tout le monde s'en fout, à part les pigeons chez vous et les mouettes chez nous, qui sont très contents. Et puis c'est à peu près tout. Puis après, il y a des armées de Chinois qui viennent pour acheter maintenant du savon de Marseille. Ça, c'est génial. À Marseille aujourd'hui, donc on a beaucoup de touristes qui viennent que sur le Vieux-Port parce qu'il faut pas aller ailleurs. Donc il y a beaucoup de Chinois qui achètent du savon de Marseille parce que donc avant, il y a plus qu'une seule usine de savon de Marseille. Il n'y en a plus qu'une. Ils achètent du savon de Marseille qui est made in China. C'est quand même assez rigolo. Voilà. Et donc, ils ne restent pas autour du Vieux-Port. Et puis, comme ça ne suffisait pas, donc il y a un énorme auvent qui est très beau, qui est esthétiquement magnifique, mais qui n'est pas un endroit dans lequel on peut s'installer, puisqu'il n'y a rien pour s'installer. Juste, c'est un lieu pour se mater comme ça. Et puis, voilà. Ah, c'est vachement beau. Ah, putain, je suis beau. Ah ouais, il y a toi à côté, t'as vu? Ouais. Et puis après, voilà, on se casse. Mais on ne peut pas s'installer. Voilà. Et la rue, c'est pareil. Donc la rue, aujourd'hui, dans les projets d'urbanisme traditionnels, enfin, la rue n'existe plus. L'espace mitoyen, ce qui faisait la rue, ce qui fait toute la beauté de Paris, par exemple, ou d'autres endroits, n'existe plus. Un projet d'urbanisme, c'est un projet qui fonctionne par îlots, des macro-lots ou des îlots, où chaque architecte fera son bâtiment, que c'est 4 façades pour être shooté sur les 4 côtés. Mais il n'y a plus de rue. D'ailleurs, on ne parle plus d'alignement sur rue, mais on parle d'alignement par rapport à un retrait par rapport aux voies. Donc le mot voie est en train de transformer le mot rue. C'est quand même étonnant, une ville où il n'y a plus de rue. Donc l'espace public dont on peut parler, c'est bien un espace public. Le cordon ombilical d'une ville, c'est la rue. Si on enlève le cordon ombilical d'une ville, c'est quand même compliqué, à moins que la ville reste à l'état fétal jusqu'à sa mort, ce qui est en train d'arriver, parce que peu de villes nouvelles y arrivent. Et moi, je suis assez inquiet sur si ça reste comme ça, mais peut-être que ça ne restera pas comme ça, sur qu'est-ce que vont devenir ces grandes zones urbaines contemporaines où tous les projets se font sans histoire, sans passé, où on éradique tout, et on fait une espèce de grande collection de façades. Le plan, on s'en fout. Je crois que la plus grande chance qu'on peut avoir aujourd'hui en termes de... C'est quoi le ratio Shapshot maintenant? 0,98, c'est ça? Un truc comme ça? 95, pardon, excuse-moi. L'espace de liberté qui est donné aux architectes, c'est un espace qui est donné par rapport à un garde-corps, On peut à peu près dessiner un garde-corps, après c'est tout. L'autre espace public qui m'interroge beaucoup, dont on parle peu, c'est tout l'habitat pavillonnaire. C'est pas très flagrant à Paris parce que vous êtes dans une densité qui n'existe pas, mais dans le reste de la France, et ça existe, le reste de la France, l'habitat pavillonnaire est un truc très important qui limite et qui borne les villes, qui borne la façon dont les villes peuvent s'étendre et peuvent se répondre à des problèmes de densité aujourd'hui. Parce qu'on est dans un urbanisme en arbre, donc l'espace public en fait n'existe plus du tout. Pour le coup, si on va de sa voiture au supermarché, de sa supermarché, on prend la raquette de retournement puis on repart. Donc il n'y a plus d'espace public du tout. Donc ce qui m'interpelle, c'est comment est-ce qu'on peut retrouver de l'espace d'accueil dans ces thématiques d'espace public. Ce que je crois, c'est qu'on a oublié une notion, que ce soit pour l'espace public ou pour le reste, qui est une sorte d'africanisation de l'architecture. Je trouve que ça manque d'africanisation.
Hein? Non, oui, ça aussi, mais plutôt dans le sens de la musique. Plutôt dans le sens de la musique où je pense que le jazz, par exemple, est quelque chose qui s'est inventé par l'improvisation. Il y a un mec qui joue et puis il y a un autre musicien à qui s'appelait et ils viennent et dialoguent avec leurs instruments et ça fait une musique incroyable qui a créé le rock et toute la musique d'aujourd'hui et qui marche par l'improvisation. Il n'y a plus de capacité d'improvisation. Et je trouve qu'on devrait retrouver une capacité d'improvisation quand on fait de l'architecture, c'est-à-dire qu'on devrait en fait, les maîtres d'ouvrage devraient nous faire confiance. Devraient nous faire confiance pour nous laisser improviser, devraient nous faire confiance pour nous laisser penser que ce qu'on fait existe et peut être digne d'intérêt et qu'on ne va pas partir en sucette pour faire exploser les budgets, mais qu'on va pouvoir au contraire faire en sorte preuve d'imagination et d'intelligence. Donc je pense que les maîtres d'ouvrage, s'il y en a dans cette salle, mais il n'y en a pas. Ah si, il y en a, j'en ai vu un, Jérôme. Où il est Jérôme? Bonjour Jérôme, ça va? Bonjour Jérôme. Maître d'ouvrage de Babcock. Devrait nous laisser être un peu plus africains, voilà, pour qu'on puisse improviser. Voilà. Ouais. J'ai deux questions. Est-ce que vous êtes sérieux quand vous parlez de distinguer architecture d'ingénieur et d'architecte? Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur des friches rurales? Parce que là, vous avez parlé de friches très urbaines, portuaires ou ferroviaires. C'est des programmes qui sont qui n'ont pas beaucoup de portée dans beaucoup de villes, alors qu'il y a beaucoup de travail dans les friches rurales. Donc, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler dans des friches rurales et quelle est votre approche sur... Alors d'abord, je ne suis pas un garçon sérieux du tout, sinon ça se saurait. Et après, architecte, ingénieur, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'un ingénieur, c'est un ingénieur, architecte, c'est un architecte. Donc un ingénieur architecte, j'en connais deux, mais ils sont plus ingénieurs qu'architectes, à ma connaissance. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les friches rurales. Ben, il y en a une qui est le... Non, j'ai pas eu beaucoup l'occasion parce que le terrain de prédilection des architectes, c'est quand même la ville. Ça va concerner 80% de la population, donc ça me concerne plus que 20% de ceux qui vivent en zone rurale. Cela étant, Châlons-en-Champagne, c'est pas rural, mais l'école de cirque qu'on vient de livrer, là, qui va être inaugurée la semaine prochaine, c'est des silos à grains. Donc c'était vraiment, pour le coup, pas du tout quelque chose d'industriel, enfin dans le sens de citadin, mais un truc qui était totalement rural, parce qu'il y a encore, et on a conservé tous les silos à grains. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est ma seule expérience de friche rurale, agricole en tout cas. Voilà.